Un téléphone. Quelques messages. Des échanges qui étaient restés dans l'ombre pendant des mois. Puis, soudainement, ces conversations réapparaissent dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo. Et là, une question commence à circuler dans tous les esprits. Que révèlent réellement ces discussions privées entre le journaliste et Oswald Baboké? Car lorsqu'on découvre que les conversations évoquent des personnalités aussi connues que Jean-Pierre Amougou-Belinga, Samuel Eto'o ou encore Boris Berthold, l'affaire prend immédiatement une autre dimension. Attention toutefois, ces échanges, tels qu'ils figurent dans l'expertise judiciaire, montrent ce qui a été partagé entre les interlocuteurs, mais ils ne constituent pas en eux-mêmes une preuve de la véracité de toutes les informations contenues dans les documents évoqués. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces simples messages WhatsApp se dessine peut-être le portrait d'une relation de confiance, de discussions discrètes et de dossiers sensibles qui circulaient au plus haut niveau. Alors, que disent réellement ces conversations? Que faut-il en comprendre? Et surtout, que nous apprennent-elles sur le fonctionnement du pouvoir, des médias et des réseaux d'influence au Cameroun? Partie 1. Contexte et les faits. Pour comprendre pourquoi ces échanges attirent autant l'attention aujourd'hui, il faut revenir au contexte. L'assassinat de Martinez Zogo a profondément marqué le Cameroun. Ce drame a suscité une émotion considérable et une enquête judiciaire de grande ampleur. Depuis, chaque nouvelle pièce versée au dossier est scrutée avec attention, car elle peut permettre de mieux comprendre l'environnement professionnel et relationnel du journaliste. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces nouvelles pièces figure une expertise téléphonique. Celle-ci retranscrit plusieurs conversations WhatsApp retrouvées sur le téléphone de Martinez Zogo. Ces échanges couvrent principalement la période comprise entre novembre 2022 et janvier 2023. Il ne s'agit pas ici de conversations banales entre deux connaissances qui discutent de football ou de la météo. Les messages portent sur des dossiers politiques, économiques et médiatiques particulièrement sensibles. L'un des interlocuteurs est Oswald Baboké, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République. Dès le 13 novembre 2022, Martinez Zogo lui adresse un message révélateur. Le journaliste souhaite un entretien discret. Il explique qu'il préfère discuter de vive voix plutôt que par écrit. Cette précaution montre au minimum que certains sujets lui semblaient suffisamment sensibles pour éviter les échanges détaillés par messagerie. Mais ce n'est pas tout. Au fil des semaines, Martinez Zogo transmet plusieurs documents à son interlocuteur. Parmi eux figure un dossier concernant Jean-Pierre Amougou-Belinga. Un autre document évoque un marché public portant sur la fourniture de costumes et de cravates pour un montant annoncé de 559 millions de francs CFA. Cependant, un élément essentiel doit être rappelé. L'expertise judiciaire mentionne uniquement la transmission de ces documents. Elle ne permet pas d'établir leur contenu complet ni de conclure sur leur exactitude ou sur les éventuelles suites qui auraient été données. Autrement dit, le fait qu'un document soit partagé ne signifie pas automatiquement que les informations qu'il contient soient établies comme vraies. Cette nuance est fondamentale. Dans une enquête judiciaire, un échange de messages permet d'observer qu'une communication a existé. Il ne permet pas, à lui seul, de confirmer le fond des affirmations contenues dans les documents échangés. Mais ce n'est pas tout. Ces conversations montrent également que Martinez Zogo semblait entretenir des échanges réguliers avec Oswald Baboké sur plusieurs sujets d'actualité. Cela laisse apparaître une relation de communication suivie, sans que cela permette d'en déduire davantage sur la nature exacte de leurs échanges au-delà de ce qui figure dans les retranscriptions. Et c'est précisément cette prudence qui est importante lorsqu'on analyse un dossier aussi sensible. Partie 2. Les tensions et les dossiers sensibles. Puis arrive le mois de janvier 2023. Une nouvelle conversation attire particulièrement l'attention des observateurs. Martinez Zogo transmet à Oswald Baboké un document intitulé « Liste non exhaustive des personnes à qui Samuel Eto'o doit de l'argent ». Le simple titre suffit à provoquer une réaction. Mais ce n'est pas tout. Selon les retranscriptions, ce document mentionnerait une vingtaine de personnes auxquelles seraient attribuées des créances présumées. Parmi les noms cités figure celui d'Oswald Baboké. Le document lui attribuerait un montant de 80 millions de francs CFA. La réaction est immédiate. Oswald Baboké répond sans ambiguïté. Il affirme « Il ne me doit rien. Notre amitié n'est pas basée sur l'argent ». Cette réponse constitue un démenti clair concernant les informations contenues dans le document partagé. Martinez Zogo lui répond ensuite « C'est terrible ça. Comment les gens peuvent monter ce genre de choses ?» Ces échanges montrent que le journaliste ne présente pas cette liste comme une vérité définitivement établie, mais partage un document qui circule, tandis que son interlocuteur rejette explicitement les affirmations qui le concernent. Mais ce n'est pas tout. Un autre dossier apparaît dans ces conversations. Cette fois, il s'agit d'un article publié par Boris Berthold concernant l'affaire Africa 24.
Martinez-Zogo transmet l'article à Oswald Baboké. Il lui demande son avis. Il écrit également qu'il faudrait, selon lui, rétablir la vérité et éviter que le mensonge ne prospère. Face à cette demande, Oswald Baboké adopte une position très différente. Il répond qu'il préfère garder le silence. Selon lui, certaines informations peuvent être vérifiées, mais il estime qu'il vaut mieux éviter d'être publiquement associé à ce type de polémique. Sa phrase est particulièrement marquante. Je pense que le silence est une grande arme. Une phrase courte, simple, mais qui nourrit aujourd'hui de nombreuses analyses. Toutefois, cette déclaration doit être comprise dans son contexte. Elle exprime la position personnelle de son auteur dans cette conversation et ne permet pas, à elle seule, de tirer des conclusions sur d'autres aspects de l'affaire. Partie 3. Révélation et décryptage. À première vue, certains pourraient penser que ces conversations WhatsApp apportent toutes les réponses. Mais lorsqu'on prend le temps de les lire avec attention, on se rend compte qu'elles soulèvent surtout de nouvelles questions. Et c'est souvent comme cela que fonctionnent les grandes enquêtes. Chaque élément découvert éclaire une partie du tableau, tout en laissant d'autres zones dans l'ombre. Mais ce n'est pas tout. L'une des premières révélations qui ressort de ces échanges est la méthode de travail de Martinez-Zogo. Les retranscriptions donnent l'image d'un journaliste qui collecte des documents, les partage avec certains interlocuteurs, sollicite leurs réactions et cherche à confronter différentes versions des faits. Cette démarche, lorsqu'elle est menée dans le respect des règles journalistiques, fait partie du travail d'investigation. Recouper les informations, demander des explications et confronter les points de vue avant d'en tirer des conclusions. On comprend ainsi que Martinez-Zogo ne travaillait pas uniquement derrière un micro. Son activité semblait également reposer sur un important réseau de contacts, avec lesquels il échangeait pour obtenir des précisions ou recueillir des réactions sur des sujets sensibles. Mais ce n'est pas tout. Ce qui frappe aussi, c'est la diversité des thèmes abordés. Les conversations ne concernent pas un seul dossier, mais plusieurs, des questions liées au monde des affaires, au football, aux médias et à la vie publique. Cela montre que le journaliste suivait plusieurs sujets en parallèle, comme le font souvent les reporters spécialisés dans les enquêtes. Attention toutefois, le fait que des documents aient été partagés ne signifie pas que leur contenu ait été établi comme exact. Les retranscriptions permettent d'observer l'existence des échanges, mais elles ne valident pas automatiquement les affirmations contenues dans les pièces évoquées. Et c'est là que le vrai travail d'analyse commence. Mais ce n'est pas tout. Prenons maintenant le cas de la liste attribuant des créances présumées à Samuel Eto'o. Ce document est envoyé à Oswald Baboké. Quelques instants plus tard, celui-ci répond clairement qu'il ne lui a rien dû et que son amitié avec Samuel Eto'o n'est pas fondée sur l'argent. Cette réaction est importante, non pas parce qu'elle tranche définitivement le débat, mais parce qu'elle rappelle une règle essentielle. Lorsqu'une personne est concernée par une information, elle a le droit d'apporter sa version des faits. Dans ces échanges, ce droit est exercé de manière explicite par un démenti. Martinez-Zogo répond ensuite en s'étonnant qu'un tel document ait pu être élaboré. Ce dialogue montre avant tout une confrontation d'informations, et non une validation de leur contenu. Mais ce n'est pas tout. Cette séquence illustre une réalité que connaissent bien les journalistes. Il arrive que des documents circulent dans les milieux politiques, économiques ou médiatiques sans que leur authenticité ou leur exactitude soit immédiatement établie. C'est précisément pour cette raison que la vérification est indispensable avant toute publication ou conclusion. Autrement dit, un document peut exister, être partagé, être commenté, sans que cela suffise à en faire une preuve. Et c'est une nuance que le public oublie parfois lorsqu'une affaire fait grand bruit. Mais ce n'est pas tout. Les échanges autour de l'article consacré à Africa 24 apportent également un éclairage intéressant. Martinez-Zogo transmet un article signé par Boris Berthold et demande l'avis d'Oswald Baboké. Il explique qu'il serait nécessaire, selon lui, de rétablir la vérité face à ce qu'il considère comme des informations inexactes. La réponse de son interlocuteur est tout aussi révélatrice. Au lieu de s'engager dans une controverse publique, Oswald Baboké indique préférer le silence. Il évoque la possibilité de vérifier certaines informations, mais affirme qu'il ne souhaite pas être entraîné dans un débat médiatique. Cette position ne permet pas, à elle seule, de tirer des conclusions sur le fond de l'affaire. Elle montre simplement une stratégie de communication choisie par son auteur dans le contexte de cet échange. Mais ce n'est pas tout. Cette phrase, « Le silence est une grande arme », mérite néanmoins d'être analysée. Dans le débat public, certains considèrent que répondre à une polémique permet d'apporter des éclaircissements. D'autres estiment au contraire que répondre contribue parfois à lui donner davantage d'écho. Chacun adopte donc une stratégie différente selon les circonstances. Au Cameroun, cette approche est souvent résumée avec humour. Certains préfèrent laisser passer l'orage avant d'ouvrir le parapluie. D'autres choisissent de sortir sous la pluie pour expliquer pourquoi il pleut.
Ce sont deux manières différentes de gérer une controverse, sans que l'une ou l'autre ne permette, à elle seule, de conclure sur le fond. Mais ce n'est pas tout. Ces conversations offrent également un aperçu du fonctionnement des relations entre journalistes et sources d'information. Contrairement à certaines idées reçues, un journaliste d'investigation ne travaille pas isolément. Il échange avec différents interlocuteurs, recueille des réactions, confronte des documents et tente de comprendre les multiples facettes d'un même dossier. Ces interactions sont fréquentes dans le métier et ne signifient pas nécessairement qu'il existe une proximité particulière ou un accord sur les sujets abordés. Elles traduisent avant tout un processus de collecte d'informations. Mais ce n'est pas tout. Cette affaire met aussi en lumière la vitesse avec laquelle les informations circulent aujourd'hui. Un document partagé dans une conversation privée peut, des mois plus tard, devenir un élément examiné dans une procédure judiciaire et susciter un vaste débat public. Cela rappelle qu'à l'ère du numérique, chaque message peut prendre une importance inattendue selon le contexte dans lequel il est découvert. C'est pourquoi la prudence reste essentielle, tant pour ceux qui écrivent que pour ceux qui lisent. Mais ce n'est pas tout. Au Cameroun, on aime souvent dire avec humour que le téléphone est devenu le deuxième coffre-fort du pays. Chacun y conserve ses conversations, ses documents, ses notes, parfois même des informations professionnelles sensibles. Lorsque ces contenus sont versés dans une procédure judiciaire, ils peuvent offrir un éclairage précieux sur les échanges entre différentes personnes. Mais ils doivent être interprétés avec méthode et dans leur contexte, sans extrapolation. Une conversation isolée ne raconte pas forcément toute l'histoire. Elle montre un instant précis, avec les informations disponibles à ce moment-là. Mais ce n'est pas tout. Au fond, ce que révèlent ces échanges, c'est surtout la complexité des dossiers sensibles. On y voit un journaliste qui cherche des informations, un responsable qui répond avec prudence, des documents qui circulent, des affirmations qui sont contestées et des positions qui divergent. Autant d'éléments qui illustrent combien il est difficile de démêler le vrai du faux lorsque plusieurs versions coexistent. Et c'est précisément pour cette raison que l'enquête judiciaire conserve toute son importance. Son rôle est de rassembler les éléments disponibles, de les examiner de manière contradictoire et de permettre, le moment venu, aux juridictions compétentes d'apprécier les faits sur la base des preuves produites. En attendant, ces conversations constituent avant tout des pièces d'un dossier plus vaste. Elles apportent un éclairage sur les échanges entre deux interlocuteurs, sans permettre, à elles seules, de résoudre toutes les questions que cette affaire continue de susciter. Comme on le dit souvent avec une pointe d'humour au Cameroun, quand on ouvre une seule fenêtre d'une maison, on voit une pièce, pas toute la maison.